Introduction aux lois de Newton. Bonjour, donc on entame maintenant la dynamique, c'est-à-dire l'interaction des forces avec les objets reliés au mouvement. Et puis on commence directement avec les lois de Newton, elles sont au nombre de 3, fait que c'est ça qu'on va regarder. La première loi de Newton stipule que tout objet conserve son état de mouvement, c'est-à-dire sa vitesse vectorielle, tant et aussi longtemps qu'il ne subit aucune force externe. Donc ça contredit un peu notre intuition, parce que si on a une table, on a un objet sur cette table, si on applique une force, l'objet va se déplacer, mais il va finir par s'arrêter, ce qui peut nous faire penser que l'état naturel d'un objet, c'est d'être au repos. Par contre, cette façon-là de penser néglige ce qu'on appelle la friction, qui est quelque chose qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Donc, en réalité, si on est dans l'espace, donc là, il n'y a pas de friction. Si j'ai un objet, que ce soit mon vaisseau spatial avec mon petit singe, bien, si cet objet-là est au repos, il va rester au repos. Il ne bougera pas, et ce, jusqu'à la fin des temps. Par contre, s'il y a une vitesse initiale déjà, ce vaisseau spatial-là va continuer de se déplacer dans la même direction, à la même vitesse, et ce, jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle la première loi de Newton ou la loi de l'inertie. Donc, quelque chose qui est au repos reste au repos, quelque chose qui bouge conserve son état de mouvement, à moins qu'il y ait une force. L'origine de cette loi-là, ça vient de la quantité de mouvement qui est conservée. La quantité de mouvement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le produit de la masse fois la vitesse. C'est comme la vitesse est un vecteur, la quantité de mouvement est aussi un vecteur. Donc, cette quantité-là, elle est conservée en vertu de la symétrie sous une translation dans l'espace. Donc, que mon objet soit à une certaine position dans l'espace, si je le déplace de 3 mètres dans l'espace, il n'y a pas de raison que les lois de la physique soient différentes, mais ça implique que la quantité de mouvement est conservée. Donc, c'est assez profond comme constatation. En fait, c'est équivalent à la première loi de Newton. Donc, la quantité de mouvement, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que plus l'objet va vite, c'est sûr que plus il y a de mouvement, donc il y a le produit, il y a la vitesse, ça on le comprend. Et puis, plus la masse ou la quantité de matière, donc la masse et la quantité de matière, plus ça c'est grand, plus que le mouvement il est grand, donc plus qu'il y a une quantité de mouvement qui est grande. Donc, c'est pour ça que c'est le produit. Maintenant, notre objet, notre fameux vaisseau spatial avec notre petit singe, s'il est au repos, donc initialement, il y a une quantité de mouvement de 0, il ne bouge pas. Mais si notre petit singe il a le moyen de défaire son vaisseau spatial ou de lancer des morceaux, s'il le lance dans une direction, il faudra que la quantité de mouvement soit conservée. Donc, s'il le fait, il lance un bloc de masse M1, il le lance vers la gauche. Donc, ce bloc-là se dirige vers la gauche. Il y a une certaine quantité de mouvement qui est associée, qui est le produit de la masse fois la vitesse. Il faut absolument que ce qui reste ait la même quantité de mouvement, mais dans le sens opposé. Donc, la quantité de mouvement finale de mon vaisseau spatial, c'est la même chose, mais dans le sens opposé, de sorte que la somme des deux soit 0. Donc ça, c'est une façon qui a permis à mon petit singe de se déplacer pour finalement atteindre son but. Je vous ferai remarquer que c'est le même principe que pour une fusée. Pour une fusée, donc dans une fusée, qu'est-ce qu'on fait? On pousse des gaz. Et littéralement, il y a des gaz qui sortent de la fusée avec des vitesses extrêmement élevées. Donc, il y a une quantité de mouvement qui est associée à ça. Et ça propulse le vaisseau dans le sens opposé. Donc, c'est pas le gaz qui pousse sur le sol, non, c'est vraiment le fait que le gaz quitte le vaisseau spatial qui, par la conservation de la quantité de mouvement, fait avancer le vaisseau spatial dans le sens opposé. On passe maintenant à la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit que l'accélération d'un objet est directement proportionnelle à la force résultante qui s'exerce sur lui, la masse m étant la constante de proportionnalité. On dit d'abord ce que c'est qu'une force. Donc, une force, c'est la force qui va s'exercer pour changer cette quantité de mouvement. Oui, une force, c'est une action qui est exercée sur un objet et qui a pour effet de modifier l'état de mouvement ou éventuellement de le déformer si jamais
il y a plusieurs forces qui s'exercent sur notre objet. Donc, il y a moyen de déformer cet objet. Donc, là, on dit qu'on veut changer la quantité de mouvement. Donc, c'est ça l'effet d'une force. Donc, cette force-là va s'appliquer pendant un certain temps. On applique une force pendant un certain temps, que je vais appeler delta T, sur une masse M. Donc, ce qu'on a déduit, c'est que le produit de la force fois le temps, mais ça va être égal à la variation de quantité de mouvement qui était la quantité qui était conservée, sauf s'il y a une force qui était appliquée dessus. Donc, cette chose-là, ben, je peux exprimer ça comme la force qui est égale au delta P sur delta T. Et si maintenant je réalise que la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse, je peux réécrire ça comme ça. Et comme la masse ici, elle est constante, donc je peux la mettre en avant. Donc, je fais delta V sur delta T. Et delta V sur delta T, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'accélération. C'est ça qu'on a vu en cinématique, c'est l'accélération. De sorte que la deuxième loi de Newton, on l'exprime plus souvent sous cette forme-là. Donc, F est égal à ma. C'est exactement ce qui était marqué ici. La force est égale à la masse fois l'accélération. Vous remarquerez que la quantité, l'unité de mesure de la force dans le système international, ce sont les newtons. Et ça correspond, si je regarde de l'autre côté de l'équation, j'ai des kilogrammes fois des mètres par seconde carré, notre accélération. Donc, des newtons, c'est équivalent, 1 newton, c'est équivalent à 1 kg par mètre par seconde carré. Finalement, la troisième loi de Newton nous dit que tout objet A qui exerce une force sur un objet B va subir lui-même, de la part de cet objet B, une force équivalente, mais de sens opposé. Imaginez qu'ici j'ai une table, donc je sais que la gravité va agir sur mon bloc qui est posé sur la table. Donc ça pousse vers le bas, mon bloc, mais ça se donne que mon bloc, de cette façon-là, pousse sur la table avec cette force-là. Bien, si c'est le cas, la table va, elle aussi, exercer une force sur mon bloc, mais dans le sens opposé. On va appeler ça bientôt la force normale. Donc, au total, mon bloc ne bouge pas parce que la force normale, c'est opposé à la force de gravité. Mais la table, elle, subit une force là, qui est celle exercée par le bloc et elle a produit cette force en bleu là, qui s'appelle la force normale. Donc, cette loi-là, on l'appelle la loi d'action-réaction. Donc, la force exercée par un sur l'autre, c'est égal à la même force, mais dans le sens contraire, quand c'est la force de l'autre sur 1. Autrement dit, si l'objet 2 exerce une force sur l'objet 1, ben, cette force-là va être équivalente à la force exercée par l'objet 1 sur l'objet 2, mais avec un signe moins pour dire que c'est dans des directions opposées. Donc, en résumé, les trois lois de Newton. La première nous dit que tout objet conserve son état de mouvement tant et aussi longtemps qu'il ne subit aucune force nette externe. En fait, on appelle ça aussi la loi de la conservation de la quantité de mouvement, c'est équivalent. La deuxième loi de Newton nous dit que la force est égale à la masse fois l'accélération. Et la troisième loi de Newton, la loi d'action-réaction, qui nous dit la force exercée par un objet sur l'autre, ben c'est la même affaire que la force exercée par l'autre sur l'un, mais avec un signe moins parce qu'il s'exerce dans des directions opposées.